Il y a 4500 ans, l'Europe du Nord émergeait lentement de l'âge de pierre. Autour du bassin méditerranéen, les deux grandes civilisations grecques et romaines n'étaient pas encore nées. En Mésopotamie, l'Assyrie était encore loin d'avoir bâti son puissant empire. Mais au sud, à l'extrême nord-est de l'Afrique, un événement sans précédent dans le monde antique était en train de se produire. Sur les rives du Nil, en Égypte, s'élevaient 3 pyramides colossales, monuments à la gloire d'une civilisation éternelle. Quatre siècles et demi avant la naissance du Christ, l'historien grec Hérodote découvrait l'Égypte avec stupeur. Ces merveilles étaient plus grandes que celles des autres pays, observa-t-il. Les pyramides étaient les constructions les plus hautes du monde. Il y avait des allées bordées de sphinx, animal fabuleux, mi-homme, mi-bête. De gigantesques piliers de pierre ou obélisques. Des statues géantes de pharaons morts depuis longtemps. Et des momies enfermées dans des sarcophages en or. Partout apparaissaient les symboles énigmatiques d'une écriture sacrée. Aujourd'hui, franchissant les siècles, une civilisation qui a duré plus de 3000 ans nous parle encore du passé. Dès l'Antiquité, l'Égypte avait déjà une histoire qui remontait très loin dans le temps. Les années nous séparant de Cléopâtre, qui régnait au 1er siècle avant Jésus-Christ, sont moins nombreuses que celles qui la séparaient des pharaons bâtisseurs de pyramides. La civilisation égyptienne est si ancienne qu'elle est longtemps restée énigmatique. Les Égyptiens eux-mêmes ignoraient leurs origines exactes. Hérodote a dit de l'Égypte qu'elle était le don du Nil. Mais les Égyptiens ont toujours été conscients de la précarité de la vie au bord du fleuve. Isolés par un désert immense, soumise aux caprices du Nil et aux variations d'un climat instable, l'Égypte a été en partie forgée par la rudesse de son environnement. Les Égyptiens parlaient de chaos. Tapis dans l'ombre, des forces redoutables étaient prêtes à se déchaîner.
À la merci des catastrophes naturelles, ils se raccrochaient à une profonde croyance. Les dieux voulaient l'ordre et non le chaos. Pour maintenir l'ordre et venir à bout de la confusion, les Égyptiens attribuaient un caractère divin à leur roi. Il était un dieu vivant, incarnation d'Horus, le dieu faucon, maître des cieux. Le dieu Seth, lui, annonçait le désordre. C'est cet éternel conflit entre ordre et chaos qui a présidé au destin de l'Égypte. Mais pendant l'Antiquité, on a perdu la trace de ce qui s'est réellement passé. Pour le conte des pharaons grecs, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Manéthon, un prêtre, a entrepris de rédiger la première histoire complète de l'Égypte. L'entreprise aurait été inconcevable si dans les bibliothèques des temples et sur les murs des sites les plus sacrés, des passages de l'histoire n'avaient déjà été consignés. Mille ans avant la naissance de Manéthon, Séti Ier avait déjà construit un temple à Abydos, dédié à Osiris, le dieu des morts. Dans la chapelle consacrée aux dieux ancêtres, on voit son fils, le futur Ramsès II, lire un papyrus. Les hiéroglyphes gravés sur le mur donnent une liste de 76 noms royaux dans l'ordre chronologique. Chaque nom est entouré d'un rouleau de cordes stylisées. Ce symbole, que les égyptologues nomment cartouche, désigne les rois. Ces souverains régnaient sur l'Égypte depuis 2000 ans. Grâce à des documents de ce genre, Manéthon a regroupé les rois en 30 dynasties. Le nom le plus ancien de la liste est Ménès. Le roi Ménès a fondé la première dynastie vers 3000 avant Jésus-Christ. Selon Manéthon, son règne a duré 60 années, pendant lesquelles il a repoussé les frontières égyptiennes. Pour finir, il aurait été acclamé avant d'être emmené par un hippopotame. Avant Ménès, l'Égypte aurait été gouvernée par des demi-dieux, les esprits des morts, dont les noms sont depuis longtemps perdus. Les esprits des morts appartenaient-ils à l'histoire ou à la mythologie ? Où la civilisation égyptienne est-elle née? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas sur les rives du Nil. À 110 km à l'ouest du fleuve, dans le désert du Sahara, il fait si chaud et sec que le peu de pluie qui tombe s'évapore avant d'atteindre le sol. Dans ce paysage désolé vivait une tribu de nomades. Peut-être étaient-ils les ancêtres des pharaons.
Fred Wendorf, de la Southern Methodist University de Dallas, au Texas, a dirigé une équipe internationale d'archéologues qui a fouillé le désert à la recherche d'indices confirmant l'occupation humaine. En 1974, ils ont trouvé un ancien village au bord d'une cuvette peu profonde appelée Nabta Playa. Le désert n'a pas toujours été sec et aride. La datation au carbone 14 a révélé qu'en 8000 avant Jésus-Christ, la mousson de l'Afrique tropicale s'est déplacée vers le nord, augmentant les chutes de pluie dans le désert et permettant à des lacs saisonniers de se former. Le Nabta Playa était l'un d'eux. Au milieu de bandes de prairies où paissaient leurs troupeaux, une population s'abritait de la rigueur du désert. Mais la pluie était imprévisible. Sans elle, le lac s'asséchait. 3 jours sans eau pouvaient signifier la mort. Les nomades ont continué ainsi, jusqu'à ce qu'un événement remette en cause leur survie. Le codirecteur de l'expédition, Romuald Schild de l'Académie polonaise des sciences, a découvert un petit cercle de pierre. Un Stonehenge en miniature qui aurait 2000 ans de plus. Il pense qu'il servait peut-être à prédire l'arrivée de la saison des pluies. Cette modeste pile de rochers que vous voyez ici est en fait l'un des plus vieux calendriers jamais découverts. Celui-ci consistait en un cercle de pierre et 2 rocs debout alignés. Je les appelle les portes. Vous en voyez ici et là. L'un des alignements pointe vers le nord. L'autre indique la position du soleil le 21 juin, c'est-à-dire le premier jour de l'été et le début de la saison des pluies dans cette partie de l'Afrique. La découverte de ce calendrier n'était qu'un commencement. Non loin de là, plusieurs pierres arrangées en cercle marquaient l'emplacement de fosses profondes. Les rochers, qui pesaient pour certains plus d'1,5 tonne, n'étaient pas de Nabta Playa. Ils venaient d'une lointaine carrière. Transporter ces rocs énormes et les dresser a dû demander des efforts considérables aux habitants du désert et beaucoup d'organisation. Pourquoi se sont-ils imposés une telle épreuve ? Fred Wendorf pense qu'il signalait la tombe d'importants personnages ou honorait leur esprit. Peut-être était-il assez puissant pour intercéder auprès des dieux et faire tomber la pluie. Cette fosse abritait un objet particulièrement imposant. C'était sans doute la dernière demeure d'un dirigeant ou d'un chef. À première vue, l'objet ressemble à un simple bloc de pierre. Mais en l'examinant de plus près, Fred Wendorf s'est rendu compte que c'était une sculpture primitive. Nous avons trouvé ce grand rocher de forme singulière dans ce trou, à peu près à 1 mètre au-dessus de l'affleurement de la roche de fond qui ressemble à un champignon.
Regardez comment les arêtes aiguës de la surface ont été travaillées et polies. Ils décidaient de la longueur de la pièce et faisaient des rainures sur ce côté, comme ici. En utilisant un coin, ils étaient capables de faire tomber des éclats juste là où ils voulaient. C'est un exemple de taille de la pierre impressionnant. Le travail a dû être long. C'est peut-être le signe d'une fascination précoce des Égyptiens pour les gros blocs. Cet objet dénote aussi un certain rang social, car il a dû employer un grand nombre d'hommes pour tailler la pierre, la placer dans cette position et préparer le fond. Il a fallu beaucoup d'hommes, et pendant une longue période pour accomplir tout ce travail. Cet individu avait donc un rang plus élevé que les autres. Ce roc, grossièrement taillé il y a 7000 ans, serait le premier monument pharaonique d'Égypte. Il a été érigé dans le désert en l'honneur d'un roi, pour que l'ordre se substitue au chaos. Mais Napta Playa était en sursis. Vers 5000 avant Jésus-Christ, la mousson d'été s'est déplacée à nouveau, cette fois vers le sud. La pluie n'est plus tombée, et les oasis comme Napta Playa se sont définitivement asséchées. Forcée de quitter le désert, la population s'est dirigée vers l'est, en direction du Nil. Le Nil, sang vital de l'Égypte. Depuis sa source en Afrique de l'Est, le fleuve coule en direction du nord sur plus de 6000 km avant de se jeter dans la Méditerranée. En Égypte, la vallée du Nil forme une oasis de plus de 900 km de long. 150 km avant de se jeter dans la mer Méditerranée, il se divise, créant un large delta. Au cours de l'histoire égyptienne, le Nil a toujours été à la fois une bénédiction et une fatalité. Une fois par an, gonflé par les pluies de la mousson éthiopienne, le fleuve déborde, puis laisse derrière lui une boue noirâtre, la terre noire des Égyptiens. Ce riche limon fait de cette terre l'une des plus fertiles du monde. Autrefois, le fleuve était aussi imprévisible que la pluie du désert. Une crue trop importante pouvait détruire des villages entiers. Trop faible, elle entraînait la famine. Pour ne pas être le jouet du sort, les Égyptiens ont créé le premier calendrier du monde, basé sur 3 saisons de 4 mois chacune. C'est le modèle du calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Cette fois, ce n'était plus le temps qu'il fallait prévoir, mais les débordements du Nil. L'époque de la crue se nommait l'inondation. Quand l'eau se retirait, il était temps de cultiver, c'était l'émergence.
Et pendant la saison sèche, quand le niveau du Nil était le plus bas, venait le moment de la récolte. Ensemble, les Égyptiens creusèrent des puits, construisirent des digues pour protéger leur village et développèrent les rudiments de la géométrie pour redessiner chaque année les limites de leur propriété. En 4000 avant Jésus-Christ, le peuple de Nabta Playa se serait installé dans la vallée du Nil. On était à l'aube de la civilisation égyptienne. Des poteries superbement décorées sont apparues, ainsi que des palettes en forme d'animal servant à mélanger les produits de beauté. Et des lames de silex d'une facture si parfaite qu'elles n'ont jamais été égalées. Certaines possèdent des manches en ivoire finement sculptées. Peu à peu, entre 4000 et 3000 avant Jésus-Christ, deux puissants royaumes ont émergé. Le Nil coulant du sud au nord, le royaume qui s'est développé dans le delta du Nil s'appelle la Basse-Égypte. C'est la terre du papyrus. Le royaume de Haute-Égypte, le pays du jonc fleuri, est apparu dans la vallée du Nil. Les symboles de ces deux royaumes ont été liés tout au long de l'histoire égyptienne. Leur association symbolise l'union de deux pays qui ont formé la première grande civilisation. Longtemps, les archéologues se sont demandé comment et quand avait eu lieu l'unification. René Friedman, de l'University of California de Berkeley et ses collègues, cherchent des indices sur le site de l'ancienne capitale de la Haute-Égypte. La première ville égyptienne était appelée par les Grecs Hierakonpolis, la cité du faucon. Aujourd'hui, ces monuments et ces structures ont disparu depuis longtemps. À la place, des trous creusés par les pillards dénaturent le site. Au siècle dernier, les archéologues pensaient que dans le désert, à Hierakonpolis, il ne restait qu'un cimetière pillé sans intérêt. Ils ignoraient que sous le sable se dissimulaient de nombreuses informations. De nouvelles découvertes montrent qu'en 3500 avant Jésus-Christ, Hierakonpolis était l'une des villes du Nil les plus importantes de la vallée. S'étalant sur plus de 3 km, c'était une cité animée où se mêlaient fermiers, administrateurs, artisans et potiers. L'un des potiers fabriquait des ustensiles de cuisine pour ses voisins. Il signait en appuyant son pouce dans l'argile humide, juste sous le rebord des pots. 5000 ans plus tard, des fragments jonchent encore le sol à côté de son four. C'est grâce à un accident que sa maison a pu être identifiée. Ce sont les restes de la maison du potier. De toute l'Égypte, c'est la plus vieille maison qui a été préservée parce que le potier travaillait un peu trop près de chez lui. Par chance pour nous, et par malchance pour lui, un jour, en changeant de direction, le vent a poussé les flammes de son four vers la maison qui a pris feu.
Le feu a rougi le limon et les briques de boue qui formaient la partie inférieure de la maison, puis il les a durcis. Les montants et les mâts de ces murs se sont transformés en charbon, comme on le voit encore ici. Au nord de la ville, on trouvait un vaste complexe de boulangeries, les premières brasseries égyptiennes et des greniers pour entreposer le blé. Mais la découverte la plus importante date de 1985, quand des archéologues ont trouvé plusieurs grands trous de près de 2 mètres de profondeur, assez larges pour servir de base à des massives colonnes de bois de 6 mètres de haut. Ces colonnes formaient la façade d'un sanctuaire gigantesque qui dominait le temple et l'ensemble de Hierakonpolis. C'est le premier temple connu en Égypte. Nulle part ailleurs, la puissance du roi n'était plus manifeste. Au cours des cérémonies rituelles, le roi, assis sur un trône, veillait au sacrifice d'animaux en l'honneur du dieu faucon Horus, protecteur de tous les futurs rois d'Égypte. Le temple évoquait la silhouette d'un animal assis avec des cornes et une queue. Il était décoré de nombreux tapis colorés et de piliers, peut-être en cèdre du Liban. Les grands temples égyptiens construits plus tard ont été conçus sur le même modèle. La ville du Faucon avait une rivale, Bouto, la capitale de la Basse-Égypte. Située au nord du Caire actuel, dans le delta du Nil, tout ce qui reste de Bouto aujourd'hui est un énorme amas de terre et de débris. Ainsi que ses pierres et ses statues, érigées 2000 ans plus tard. Dans cette fosse, les archéologues ont mis à jour des fragments de centaines de pots d'argile qui datent de la même période que Hierakonpolis, vers 3500 avant Jésus-Christ et plus tôt. Les poteries sont des sources de renseignements précieuses pour les égyptologues. Les styles changent d'une époque à l'autre et on peut déterminer l'âge d'une culture en étudiant l'évolution des motifs. Dina Faltings, de l'Institut archéologique allemand chargé de l'excavation, est aussi spécialiste de l'étude des poteries anciennes. En rassemblant les fragments et en les comparant aux poteries de Hierakonpolis, elle a fait une découverte surprenante. Bouto était autrefois le siège d'une culture très différente de celle de Hierakonpolis. Les pots de Bouto sont moins élaborés que ceux de Haute-Égypte. Au fond, on a un morceau d'argile. Il rajoutait des pièces verticales et il n'avait qu'à presser et à polir la surface pour pouvoir le fermer. Nous avons aussi trouvé des pots importés de Haute-Égypte comme celui-ci. Sa forme est très gracieuse et il est de qualité. Cela s'entend. Il est plus étanche. La technique est plus évoluée. La Haute-Égypte avait de meilleurs fours et les habitants de Basse-Égypte qui faisaient ces pots s'en sont rendus compte. Ils ont essayé de les imiter.
Mais leur technique et leur habileté étant bien inférieures, le résultat n'est pas très probant. Und versuchten die oberägyptischen Formen zu imitieren. Le travail de Lina Faltings à Buto révèle qu'en 3200 avant Jésus-Christ, la culture de la Haute-Égypte s'était répandue en Basse-Égypte. Les deux royaumes n'en formaient plus qu'un. Mais le passage s'est-il fait en douceur ? Ou a-t-il été violent ? La réunion des deux royaumes du Nil a été une étape majeure pour la civilisation égyptienne. Mais son déroulement est longtemps resté mystérieux. Le seul indice dont disposaient les archéologues était un objet découvert à Hierakonpolis en 1898. Cette palette de cérémonie en schiste date environ de 3100 avant Jésus-Christ. Elle est dédiée à un roi de Haute-Égypte, Narmer, qui ne serait autre, selon certains, que le légendaire roi Ménès, le premier pharaon d'Égypte. Sur une face, ce roi portant une couronne terminée en bulbe frappe un prisonnier en présence d'Horus, le dieu faucon de Hierakonpolis. De l'autre côté de la palette, Narmer, revêtu d'une couronne avec une sorte de langue enroulée, apparaît dans une procession qui se dirige vers deux rangées de prisonniers décapités. Des lions au long cou enlacés symbolisent l'union. Ce sont les couronnes qui donnent la clé de l'interprétation des deux palettes. En Haute-Égypte, le roi porte la couronne blanche, au sommet en bulbe, alors que celle de Basse-Égypte est rouge, avec l'appendice enroulé. Ensemble, elles forment une double couronne, signifiant que le pharaon est devenu le maître des deux terres. Pendant les 3000 ans qui suivent l'unification, on présente le roi ceint de la double couronne sur les statues et les temples de toute l'Égypte pour renforcer son pouvoir. La palette de Narmer semble confirmer que l'unification résulte d'une conquête militaire. Mais pendant un siècle, on n'a disposé d'aucune autre preuve, jusqu'à la découverte d'un petit objet dans la plus ancienne nécropole royale d'Égypte, à Abydos. Les Égyptiens pensaient qu'Osiris, le dieu des morts, reposait dans ce cimetière au sol parsemé de débris de poterie. C'est tout ce qu'il reste des offrandes dédiées à l'un des plus grands dieux égyptiens. Bien avant que les pharaons ne fassent construire des pyramides ou creuser leurs tombes dans la vallée des rois, les premiers souverains d'Égypte se faisaient enterrer ici, dans de grands tombeaux en briques. Au début du siècle, à la suite de fouilles approfondies, on pensait qu'Abydos avait livré tous ses secrets. Mais en 1977, l'archéologue allemand Günther Dreyer a rouvert le site. Depuis, avec son équipe, il a exploré à nouveau les tombes de nombreux rois, y compris celle de Narmer.
Il a montré beaucoup d'intérêt pour une plaquette en ivoire. Ce type de plaquette était à l'origine attaché à des jarres d'huile. Malgré sa petitesse, elle réservait à l'archéologue une surprise de taille. Il semblerait qu'elle décrive le même événement que la palette de Narmer. C'est une plaquette d'ivoire du roi Narmer, découverte près de sa tombe. Ces plaquettes servaient à indiquer la date où l'huile avait été expédiée. À cette époque, les dates étaient indiquées par le nom de l'année, nom choisi en fonction des événements majeurs survenus au cours de l'année. Dans ce cas, c'est une victoire du roi Narmer sur le peuple du Delta. C'est sans aucun doute le même événement que relate la palette de Narmer. Nous pouvons donc en déduire qu'elle fait référence à un événement historique qui a eu lieu une année précise. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Une autre découverte à Abydos suggère que le processus d'unification avait commencé bien avant Narmer, au moins 5 générations plus tôt. Sous cet amas de décombres, Dreyer a mis à jour les tombes de rois d'une dynastie jusque-là inconnue, que les égyptologues ont baptisée la dynastie 0. Dans les tombes, on a découvert d'autres plaquettes, encore plus étonnantes que la première. À cet endroit se trouvait la preuve gravée dans l'ivoire que les Égyptiens avaient mis au point un système d'écriture très évolué, d'une part plus tôt qu'on ne le pensait, et d'autre part avant les Sumériens en Mésopotamie, à qui on attribuait l'invention de l'écriture. L'écriture sumérienne la plus ancienne, telle qu'on la voit ici, était un système qui reposait sur de simples images et des nombres. Tandis que l'écriture égyptienne comptait des signes représentant des sons comme les alphabets modernes. Le serpent représente le son dj. Avec les 2 triangles qui suivent, il se prononce djou, ce qui signifie montagne. Le groupe se lit « Les montagnes de l'obscurité » en référence à l'ouest où le soleil se couche. Les hiéroglyphes sur les autres plaquettes indiquent que le roi percevait déjà des impôts en Haute et Basse-Égypte. Cela signifie donc que l'unification avait déjà eu lieu. Pour consolider le royaume, une nouvelle capitale a été construite à la frontière de la Haute et de la Basse-Égypte. Fondée par le roi Ménès, qui historiquement serait le roi Narmer, Memphis est devenue la ville la plus importante du pays. Pendant 3000 ans, les pharaons ont dirigé l'Égypte depuis la capitale. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines, mais aucune ne date de l'époque de Narmer. Les égyptologues ont longtemps tenu pour acquis que l'ancienne capitale avait toujours été située à cet endroit. Mais David Jeffrey, de l'Egypt Exploration Society, pense que Memphis a été déplacé. Il a passé 9 ans à essayer de la retrouver. Avec l'aide d'une simple foreuse manuelle, il a extrait une dizaine d'échantillons dans les champs à 3 km à l'ouest des ruines. La carotte a montré qu'il y avait une couche importante d'objets fabriqués à 3 mètres sous la surface. Exactement ce que nous pensions trouver dans ce type d'endroit. À quelques mètres en dessous, il y avait des poteries dans la couche de limon la plus profonde. Des poteries datant environ de 3000 avant Jésus-Christ, l'époque des premiers rois de l'Égypte unifiée. Cela prouve que la capitale a été fondée sur ce site.
Pourquoi la première capitale nationale, une ville majestueuse qui abritait temples et palais, maisons et bâtiments administratifs, aurait-elle été déplacée? Sinon à cause de deux éléments naturels incontrôlables, le désert et le Nil. Nous sommes juste au bord du désert occidental. Nous dominons la vallée du Nil et on voit les falaises à l'est. La vallée ne fait que 7 km de large ici. Elle a la même largeur que la partie nord de la vallée. D'après l'endroit où nous avons fait des prélèvements, nous avons établi que le fleuve coulait très près du désert et que la ville se trouvait tout au bord, juste en dessous de l'endroit où nous nous trouvons. Le désert occidental avançait et en même temps le fleuve se déplaçait vers l'est. La ville a donc suivi le Nil jusqu'à Miktraïné, un site de ruines à environ 3 km de l'autre côté de la vallée. Le chaos n'a jamais cessé de menacer les Égyptiens, qui devaient s'adapter aux modifications du cours du Nil et à l'avancée du désert. Pour se protéger, ils ont placé leur foi en un homme et dans la puissance des dieux. Pensant qu'il éloignerait les catastrophes, les Égyptiens ont investi leur souverain du pouvoir absolu et l'ont vénéré comme un dieu. Seul un dieu pouvait communiquer avec les autres dieux. Seul un dieu pouvait remédier au chaos. Pour préserver l'ordre, Maat, personnifié par une déesse qui figurait assise avec une plume sur la tête, le pharaon accomplissait des rituels quotidiens. Afin d'apaiser les dieux, il construisait des temples où il leur offrait à boire, à manger et d'autres présents. Mais le chaos pouvait prendre bien des formes. Il se manifestait sous la forme d'un violent orage, d'une tempête de sable venue du désert, ou sous les traits d'un ennemi étranger. Les pharaons apparaissent souvent en guerriers triomphants dans l'histoire égyptienne. Cette représentation de Ramsès II figure sur un temple construit environ 2000 ans après la conquête de la Basse-Égypte par Narmer. Les pharaons supervisaient probablement leur campagne militaire de loin. Et cette image est sans doute plus symbolique que réelle. C'est un message destiné à montrer que le roi a rempli sa mission sacrée, préserver Maat, l'ordre divin. En 2250 avant Jésus-Christ, un haut dignitaire de la cour nommé Houni a fait graver sur les murs de sa tombe les détails de son extraordinaire carrière. Houni relate comment son pharaon, le roi Pépi, a traité une tribu de bédouins en maraude. Quand Sa Majesté décida d'agir contre ceux qui vivent dans les déserts de l'Est, il leva une armée de dizaines de milliers d'hommes venant de toute la Haute-Égypte. Il y avait des nobles et des chefs. C'est moi qui les commandais. Cette armée revint en paix après avoir ravagé le pays des nomades des sables, détruit ses forteresses, incendié toutes ses maisons. Sa Majesté m'a félicité au-delà de toute attente pour mon action.
Le chaos pouvait aussi surgir de nulle part avec une puissance effrayante. Pas très loin de l'ancienne Memphis, dans une carrière de pierre, à Elwan, à une trentaine de kilomètres du Caire, se trouve le plus ancien barrage du monde. 4000 ans après, il est difficile de se représenter ce que devait être cet énorme amas de pierre, mais on sait qu'il faisait partie d'un grand projet destiné à contrôler les crues du Nil. Fasciné par la technologie des premiers Égyptiens, Gunther Dreyer a étudié le barrage. Il a fallu 10 ans pour le construire. Ils ont dû hisser 80 000 mètres cubes de roches. Ce barrage était une tentative pour tenir le chaos en échec. Malheureusement, le projet a échoué. Le barrage traversait l'Oued de là-bas jusqu'ici. Il faisait une centaine de mètres de long et presque 13 mètres de haut. Il était relativement solide. Si on représentait une coupe transversale, voilà à quoi elle ressemblerait. À la base, le barrage mesurait environ 90 mètres et au sommet 45. Il se divisait en 3 parties. Au milieu, il était rempli de sable. Et de chaque côté, il y avait des pierres brutes avec un revêtement de dalles de calcaire taillées. Mais le barrage a été forcé avant d'être fini. L'eau est passée par-dessus et a détruit la partie inachevée. Quelques minutes plus tard, les flots ont dévalé l'Oued, détruisant toutes les installations, éliminant d'un coup l'ouvrage de 500 hommes pendant 10 ans. So war die Arbeit von ungefähr 10 Jahren und 500 Arbeitern im Nu buchstäblich den Bach hinuntergegangen. La catastrophe rappelait tragiquement aux Égyptiens qui l'avaient construit le caractère destructeur des éléments naturels et la nécessité d'une vigilance de chaque instant. La vision égyptienne du cosmos a été façonnée par son environnement, produisant une civilisation plus durable que les autres. Au centre était le roi. Utilisant des talents forgés dans le désert par ses ancêtres et perfectionnés sur les bords du Nil à l'humeur capricieuse, il maintenait l'équilibre de l'univers avec justice et piété. Il combattait les invasions de la nature comme les soulèvements sociaux et s'attaquait même aux forces surnaturelles. Pourtant, il finissait toujours par être vaincu, car il y avait une bataille qu'il ne pouvait gagner. Tout dieu qu'il était, le roi était aussi un homme. Et il devait mourir. Pour éviter que des calamités ne s'abattent sur son peuple, il a ordonné aux Égyptiens de commencer à traîner d'énormes pierres jusqu'au bord du désert. Lentement, un nouveau type de monument qui un jour symboliserait le triomphe ultime du roi est apparu. Il ne visait rien d'autre que la vie éternelle. L'âge des constructeurs de pyramides pouvait commencer.